Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'investissement, un moyen de construire progressivement votre patrimoine et vous aider à construire la vie que vous aimez, quoi que ça veuille dire pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes premiers pas en investissement, que ce soit les choses qui se sont bien passées ou les choses qui se sont pas trop bien passées. Et peut-être que ça vous donnera des idées d'investissement par lesquelles commencer si jamais vous vous lancez. Et sinon, peut-être que ça peut aussi vous rassurer sur le fait que malgré les péripéties, tant que vous continuez à apprendre des choses et avec un petit peu de patience, tout va bien se passer. N'est-ce pas ? Alors j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ma toute première expérience en investissement s'est vraiment bien passée et je pense que ça joue beaucoup sur mon état d'esprit aujourd'hui quand il s'agit de investir sereinement et dans la durée. De 2014 à 2016, j'ai été en apprentissage dans un grand groupe de l'aéronautique qui versait des primes de participation et d'intéressement. Ces primes pouvaient être ajoutées dans un PEE, donc plan épargne entreprise, et à chaque fois que vous investissiez dans l'action de l'entreprise plutôt que dans d'autres fonds qui étaient proposés, vous bénéficiez en plus d'un abondement. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle ajoutait un autre pourcentage de ce montant. Lorsque les primes de participation ou intéressement sont investies dans le PEE, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Et par contre, en contrepartie, les montants que vous investissez sont bloqués pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. Donc par exemple, dans mon cas, je me sentais pas trop contrainte parce que je savais que si nécessaire, je pouvais débloquer les montants en quittant l'entreprise à la fin de mon apprentissage. En tout et pour tout, je pense que j'ai dû mettre à peu près la moitié de toutes les primes de mes 2 années d'apprentissage dans le PEE, soit à peu près 3 ou 4 000 euros. Et j'ai dû recevoir à peu près l'équivalent en abondement, donc par défaut, avant même d'avoir commencé à investir, j'avais déjà doublé ma mise. J'ai plus le prix de revient exact parce que j'ai fait pas mal d'opérations du coup sur les 2 années d'apprentissage, mais globalement j'ai acheté toutes mes actions entre 45 et 65 euros et j'ai pas eu à trop y penser pendant la durée où je les détenais et j'y ai repensé que au moment de vendre. Et l'action était à 141 euros quand j'ai décidé de récupérer mon investissement pour en faire un apport et faire de l'immobilier. Donc, au bout de 4-5 ans, j'avais une cagnotte d'à peu près 15 000 euros en ayant investi uniquement 3 ou 4 000 euros. Quand je vous dis que c'était de la chance plus qu'autre chose, c'est parce que je suis arrivée au bon moment et repartie au bon moment. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à investir dans l'action, l'aéronautique se portait bien. Être blogueur voyage, c'était tendance. Faire 45 vols par an, c'était tendance. Et je suis sortie de mon investissement à la fin de 2019, à la fin de la hausse des cours et juste avant l'arrivée de notre bien-aimé 2020. Mais si jamais vous devez en tirer quelque chose, c'est que vous avez intérêt à vous renseigner auprès de votre entreprise si jamais elle propose des choses similaires. On ne sait jamais. Alors, on passe à une étape qui est un petit peu gênante parce que, bon, globalement, j'ai fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est surtout de vous faire comprendre que l'important, c'est de commencer et s'améliorer au fur et à mesure, quitte à faire un petit peu des bêtises en cours de route. Alors, j'ai ouvert ma première assurance vie chez Boursorama en août 2015. Et à l'époque, je mets juste 300 euros. Donc je pense que c'est le versement initial, c'est le minimum qui est demandé. À ce moment-là, mais ça va pas durer longtemps, j'ai le bon sens, compte tenu de mon niveau de connaissance dans le domaine, d'investir que dans des fonds en euros. Ce qui est pas trop mal à l'époque parce que le fonds euro était encore un petit peu rémunérateur et très peu risqué. Je me dis, l'important c'est de prendre date pour bénéficier des avantages fiscaux plus tard. Et voilà. Donc par contre, mon compte était en gestion libre, ce qui veut dire que je devais prendre mes propres décisions et passer mes propres ordres d'achat alors que j'avais pas la moindre connaissance sur la bourse. Mais aujourd'hui, je me dirais que même pour un débutant, la gestion libre, c'est pas un problème tant qu'on reste sur des ETF bien diversifiés et qu'on reste investi assez longtemps pour réduire son risque. Donc, ça passe encore. Alors, je vais vous dévoiler ma stratégie de l'époque et je vous invite à ne pas la répliquer. En gros, je regardais la liste des supports, je voyais les noms et j'y comprenais rien et je me disais, bon, je vais choisir ceux qui contiennent des mots que je connais ou des noms que j'ai déjà entendus. Donc par exemple, en octobre 2015, j'ai investi dans le fonds Global Healthcare A en me disant, voilà, la santé c'est bien, c'est ce qu'on souhaite aux gens qu'on aime et Edmond de Rothschild, ça doit être pas mal parce que bon, dans le spectacle de Gad Elmaleh,
quand il était petit et que sa mère pouvait pas lui acheter des choses, elle disait oui, ton père c'est pas Rothschild, hein. C'est donc sans surprise, au vu de ma magnifique stratégie, que quand la chose a fait moins 8% l'année suivante, en 2016, j'ai revendu à perte sans savoir pourquoi, comment, si j'avais plutôt intérêt à rester investi un petit peu plus longtemps. Et au final, bon, j'ai matérialisé ma perte et en plus ces dernières années, le fonds s'est plutôt bien porté. En septembre 2016, j'investis dans le fonds AAA Acte Agroalimentaire RC parce que je me dis que voilà, tout le monde doit bien manger, donc vous voyez que j'ai pas beaucoup évolué dans la complexité de mon raisonnement. Et au final, ce fonds, c'est un fonds qui est géré activement et qui depuis performe tous les ans moins bien que son indice de référence. Mais au moins je ne fais pas de perte sur ce fonds-là sur la durée où je suis investie dedans. En avril 2017, je décide de passer en gestion pilotée pour sauver les meubles, c'est-à-dire que c'est l'assureur qui va décider des investissements pour vous en fonction de votre profil. Et donc moi j'avais le profil équilibré. Et je mets en place des versements programmés pour pouvoir avoir un peu de régularité dans mes investissements, le temps de mieux m'informer sur les ETF notamment. Fin 2017, et là je ne vous apprends probablement rien, il y a un gros enthousiasme autour des crypto-monnaies et de la blockchain. Tout le monde en parle, tout le monde y croit, sans forcément comprendre la technologie qu'il y a derrière, et sans forcément avoir d'idées très concrètes de comment les utiliser dans la vraie vie. Sur la fin de 2017, j'investis quelques centaines d'euros dans les crypto-monnaies sous la pression collective, et parce que j'envie un petit peu mes camarades qui arrivent à doubler leur mise assez rapidement, et autant vous dire que je perds la moitié de mon investissement au début de 2018. Je pense que c'est la meilleure leçon d'investissement que je pouvais recevoir et qui couvrait à la fois la gestion des émotions, les cycles avec la foule qui est emportée à la fin mais qui en paye le prix quand du coup tout éclate, mais aussi l'importance d'avoir des convictions et un bon prix d'achat au moment où on rentre dans son investissement. Et alors que du coup tout le monde est découragé et se désintéresse du sujet, je continue à me renseigner et investir un petit peu dans les crypto-monnaies progressivement sur 2018 et 2019. Ça me permet de baisser un petit peu mon prix de revient aussi. Et quand les cours recommencent à monter en 2020, autant vous dire que je me suis bien gardée de réinvestir à nouveau. Et donc là, pour être honnête, je ne pense plus réinvestir ni dans les crypto-monnaies, ni dans la blockchain, ni dans quoi que ce soit, tant que je ne vois pas de cas d'application hyper concrets, tant qu'on n'a pas des produits sur le marché qui répondent à de vrais besoins et qui sont proposés par des entreprises qui arrivent à être rentables. Et en plus, je suis un petit peu sensible aux sujets environnementaux, même si je pense que je suis loin de les maîtriser ou de les creuser suffisamment. Mais du coup, je préfère attendre de voir aussi comment ça évolue. Par contre, je garde ce que j'ai déjà, donc à peu près 5% de mon patrimoine, parce que je me dis que quand il y a une perte de confiance dans la monnaie fiduciaire, donc dans la monnaie des banques, c'est bien d'avoir un petit peu d'autres choses à côté. Et enfin, on arrive à une période où j'arrête de faire l'andouille. Mais au final, on n'a pas besoin d'en parler très longtemps parce que voilà, une fois que les choses sont bien construites et qu'elles fonctionnent bien, elles sont plus très intéressantes. À 25 ans, je commence à organiser mon budget. Je me donne un objectif d'épargne de 25% de mes revenus, avec la moitié que je garde disponible en cas de souci, mais aussi pour pouvoir financer mes gros projets comme les voyages, les sessions de studio, les heures d'auto-école, tout ça. Et l'autre moitié que j'investis à long terme. J'en parle déjà dans le détail dans ma vidéo sur les enveloppes que vous pouvez utiliser pour investir, mais je vais vous résumer assez vite comment j'organise mes finances personnelles. J'utilise mon assurance vie du début, là, plus une nouvelle que j'ai créée plus récemment, pour investir passivement et avec des versements programmés dans des ETF. J'utilise mon PEA pour investir plus activement dans des actions françaises et j'ai aussi une vidéo qui peut vous aider à choisir vous-même les actions dans lesquelles vous pouvez investir. Et j'utilise mon compte titre pour les actions qui ne sont pas françaises et notamment pour m'exposer aux entreprises technologiques. Si vous devez juste tirer quelque chose de cette très rapide partie, des choses que je vous ai sûrement déjà dites dans d'autres vidéos, vos finances ne vont pas se sauver toutes seules si vous ne prenez pas le temps de les regarder et d'y réfléchir, et il n'y a pas de trop petit montant pour investir ou épargner régulièrement. Mais attendez, j'ai encore le mot de la fin à vous partager. Depuis, et je pense que je l'ai mentionné, je me suis aussi lancée dans un projet immobilier, mais je prendrai le détail de vous en parler. Je prendrai le temps de vous en parler un petit peu plus dans le détail dans une prochaine vidéo. Il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan final du succès ou de l'échec de mes investissements, mais à date, j'ai une plus-value latente sur toutes mes classes d'actifs, que ce soit la bourse ou les crypto-monnaies ou même l'immobilier. Mais bon, ça, il faut attendre de voir avec un locataire dedans parce que ça peut tout changer. Parce que avec le temps, on profite de la tendance générale qui est le plus souvent haussière
On diversifie pour limiter l'impact des investissements qui ne suivent pas cette tendance haussière. On prend des décisions sur la base d'éléments qui sont de plus en plus objectifs, plutôt que par intuition ou en suivant ses émotions. Et finalement, tout va en s'arrangeant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je n'aurai pas trop perdu en crédibilité au passage. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous la partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou des remarques à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous!